tentative d'assassinat qui reflète déjà l'atmosphère menaçante qui entoure cette élection. Et pour en parler, nous sommes avec Sébastien Lévy, correspondant des cahiers Bernard Lazare aux États-Unis et spécialiste des États-Unis. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci Sébastien d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, au lieu de rassembler les Américains et la classe politique pour enrayer ce climat de violence, l'événement a aussitôt attisé la fureur, alimenté les attaques partisanes venimeuses. Dans les heures qui ont suivi l'attentat, de nombreux élus et commentateurs ont accusé notamment les démocrates d'avoir incité à cette tentative d'assassinat par leur discours, malgré les appels au calme de Joe Biden. On l'a encore vu hier soir. Alors, que risque de provoquer cet attentat aux États-Unis ? Alors vous avez raison, il y a eu ces appels. Il y a eu ces appels notamment de J.D. Vance ou de Tim Scott, qui sont des sénateurs républicains très très proches de Trump, dont J.D. Vance qui est un candidat possible à la vice-présidence, on le saura assez vite. En revanche, il est à noter, et c'est d'ailleurs une surprise, que Donald Trump n'a pas mis d'huile sur le feu, il a plutôt essayé d'apaiser la situation, ce qui a déjà causé une surprise. Je pense que Donald Trump voit dans une politique peut-être d'apaisement son intérêt politique. Il se dit que c'est l'occasion pour lui de rassembler un peu. On sait que Donald Trump fait peur à une partie de l'électorat. Il se dit peut-être que c'est un moyen d'aller chercher ces électeurs indépendants qui pourraient faire la différence pendant les élections. Donc c'est vrai que ça se joue entre l'hystérisation d'un côté, le calme de l'autre. Ça va se jouer entre Donc ces vous deux. pensez que ça risque d'augmenter peut-être la cote de popularité de Donald Trump ? En tous les cas, ça lui permet de neutraliser le principal angle d'attaque des démocrates, qui est Trump est un danger pour la démocratie américaine. Justement, en jouant le rôle de l'apaisement, ça lui permet de neutraliser ces attaques. On sait que ces attaques vont être neutralisées parce que les démocrates aujourd'hui vont avoir beaucoup de difficultés à continuer leurs attaques très fortes contre Donald Trump, parce qu'ils ne veulent pas être accusés de justement d'hystériser et de contribuer à la violence dans le débat politique américain. Donc ça bloque les démocrates. Et Donald Trump peut pousser là-dedans justement en disant « Mais attendez, je ne suis pas la caricature que font de moi les démocrates, je suis quelqu'un finalement d'un peu plus modéré. » Ça peut être politiquement très intéressant pour lui. Mais ça dit quand même quelque chose du climat actuel aux États-Unis et notamment depuis ce qui s'est passé au Capitole en 2021. Ça dit beaucoup de choses. Effectivement, vous parlez de violence politique aux États-Unis, on est vraiment là-dedans. Ah mais complètement. Et d'ailleurs Donald Trump, et c'est la raison pour laquelle il peut justement aujourd'hui contribuer à lui-même se défaire de cette image, parce qu'il a contribué à cette hystérisation et cette violence dans le débat politique. Il ne faut pas oublier effectivement le 6 janvier, à son initiative, c'est lui qui a incité ses partisans à marcher sur le Capitole. Il ne les a jamais dénoncés. Non seulement il ne les a pas dénoncés, mais il a dit que s'il était élu, il gracierait ce qu'il appelle les otages du 6 janvier. Donc Donald Trump, on le sait, a beaucoup contribué à cette violence. Il peut aujourd'hui revenir en arrière, on verra dans les prochains jours, mais ça fait partie d'un grand mouvement de violence politique aux États-Unis. Vous avez eu le mari de la speaker de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, qui a été attaqué, un vieux monsieur de 84 ans chez lui. Et vous avez eu des propos très très durs dans le débat politique américain, surtout du côté républicain, aussi un petit peu du côté démocrate. Beaucoup de gens disaient que ça devait arriver, ça devait finir par arriver. Oui. Si vous conjuguez à ça le fait que le port d'armes, évidemment, est un énorme problème, avec 400 millions d'armes à feu en circulation, ça devait arriver, ce qui devait arriver est arrivé. Et effectivement, le FBI qui a donné d'ailleurs donc des détails sur cette tentative d'assassinat, le tireur qui a été abattu par les services secrets n'avait pas de problème de santé mentale, il aurait agi seul. On parle de terrorisme intérieur et on sait que bien son arme aurait été achetée légalement, ce qui relance évidemment le débat sur les armes à feu aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs tout le paradoxe, c'est que c'est le camp républicain qui en a été victime. Il y avait eu d'ailleurs un autre membre du Parti républicain très important, Steve Scalise, qui avait lui aussi été victime d'une attaque. Ça n'avait pas à l'époque remis en cause la politique des républicains sur le port d'armes. Honnêtement, je ne pense pas que ça aura un impact. Le port d'armes est trop important, notamment dans la doxa républicaine. Et dans la Constitution. Et dans la Constitution, mais c'est vrai que le port d'armes n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce de droit absolu. Ça n'est pas ça le port d'armes, ça a été un peu détourné par le Parti républicain d'aujourd'hui. Il est peu probable que ça ait un effet, même si, et ça devrait devenir un angle d'attaque des démocrates, je vous l'ai dit, je pense que ça va être compliqué pour les démocrates de continuer leur angle d'attaque contre Trump, danger de la démocratie américaine. En revanche, le port d'armes pourrait devenir un angle d'attaque intéressant pour les démocrates, parce que pour le coup, la majorité des Américains sont contre ce port d'armes absolu. Donc ça peut devenir un enjeu majeur de la campagne qui est déjà en cours. Alors on va parler de l'élection justement qui aura lieu le 5 novembre prochain aux États-Unis. Joe Biden, surnommé Sleepy Joe, inquiète. Sa candidature à un second mandat ne fait plus du tout l'unanimité, même au sein du camp démocrate. On redoute de plus en plus une défaite contre Donald Trump. Il faut dire que Joe Biden fait de nombreuses gaffes. Il a récemment confondu le président ukrainien Volodymyr Zelensky avec le président russe Vladimir Poutine. Il y a eu ce débat aussi désastreux face à Donald Trump le 27 juin. On l'a pas très bien compris, on n'a pas compris ce qu'il disait. Pourquoi les démocrates ne changent-ils pas de candidat et est-ce que c'est même encore possible ? Alors en fait, c'est techniquement possible, c'est politiquement compliqué et c'est surtout institutionnellement quasiment impossible parce que vous avez aux États-Unis
une préséance qui est donnée au président en exercice, qui finalement, c'est lui qui décide s'il veut se représenter ou pas. Il n'y a pas de vrai mécanisme au sein du Parti démocrate capable vraiment de pousser Joe Biden. Donc c'est lui qui prendra la décision. La question, est-ce que les démocrates, je dirais les grandes figures du Parti démocrate, on parle de Nancy Pelosi, on parle de Barack Obama, seront Kamala capables... Harris, peut-être ? Alors Kamala Harris est la dernière personne qui puisse faire pression sur Joe Biden parce qu'elle y a son intérêt, est-ce que Joe Biden se mette de côté. Mais vous avez les grandes figures du Parti démocrate, seront-elles capables de faire entendre raison à Joe Biden? C'est toute la question aujourd'hui. Mais il est évident que la majorité aujourd'hui des électeurs démocrates souhaitent que Joe Biden se retire, ou en tout cas une très forte minorité. La grande majorité des électeurs démocrates pensent que Joe Biden est trop vieux pour être président, mais c'est lui, in fine, qui prendra cette décision. Les deux ont le même âge, de toute façon. Joe Biden a 81 ans, je crois, et Donald Trump a 79 ans, il me semble. Exactement, ils ont 2-3 ans d'écart, mais c'est vrai, et je dirais que l'image d'hier a encore renforcé cette image. Quand vous voyez Donald Trump qui brandit le poing après cette attaque, le contraste avec Joe Biden qui est incapable vraiment de finir une phrase, il est terrible. Il est terrible en termes de narratif dans le débat politique américain, en disant vous avez quelqu'un qui se bat contre quelqu'un qui est aujourd'hui qui est fragile et qui ne projette pas la vigueur que les Américains en fait souhaitent pour leur candidat, pour leur président. Donc c'est effectivement, c'est aussi un avantage, je dirais, que sans doute Trump va utiliser par rapport à ce qui s'est passé hier. En tout cas, la Maison-Blanche, elle, dément, certifie que Joe Biden est parfaitement apte apparemment à gouverner la première puissance mondiale. Eva, Sébastien. Oui, Sébastien, vous parliez justement de cette photo, quand le poing levé, il y a même maintenant des t-shirts déjà, je les avais pas vus, ça. De cette fameuse photo. Il y a chez Donald Trump, évidemment, le contraste qui se fait avec Joe Biden, parce que Donald Trump est très dans un corps à corps, finalement. On a l'impression que c'est presque une bataille sur un ring, et c'est ça aussi que Donald Trump met en scène. Qu'est-ce que ça nous dit du pouvoir que souhaite exercer Donald Trump aux États-Unis ? Alors oui, Donald Trump, d'abord c'est un génie de la communication, il faut le savoir, et je pense qu'il a tout de suite saisi très très vite instinctivement le moment présent. Il s'est dit voilà, je dois projeter de la force. Ça fait aussi partie pour le coup de l'image que veulent en donner les démocrates en disant voilà, c'est un homme fort. Et un homme fort, ça veut tout dire. Ça peut être un homme fort qui peut jouer avec les institutions démocratiques américaines, incarner une présidence quasiment physique, extrêmement dure. Mais ça parle aussi à une partie de l'électorat en disant on a besoin de quelqu'un de fort, dans le bon sens du terme, de quelqu'un qui saura nous protéger. Et vous avez les deux Amériques qui se font face, et surtout la perception de la force qui n'est pas exactement la même dans les deux camps de l'échiquier politique. Mais c'est vrai que Donald Trump incarne quelque chose, même physiquement, et qui dépasse, et qui fait que même son âge de 78 ans, finalement, est relativement secondaire, parce que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça reste une bête de scène, ça reste quelqu'un qui incarne, qui projette une puissance. Elle est l'exact opposé aujourd'hui de Joe Biden. Donc en fait, le contraste ne pourrait pas être plus fort, même physiquement, entre les deux candidats. Donc vous avez raison, l'approche physique est très importante. Alors dans ce contexte, on apprenait par ailleurs que ce sera lundi prochain que le Premier ministre Benjamin Netanyahou sera reçu à la Maison-Blanche, et c'est une première puisque le Premier ministre n'a pas encore été accueilli dans le bureau ovale depuis le début de l'année 2023. Ce sera une rencontre déterminante, Sébastien. C'est une rencontre très importante que Benjamin Netanyahou souhaitait depuis, on peut dire, des années en fait, depuis que Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche, donc depuis janvier 2021. Benjamin Netanyahou n'a pas été reçu. Alors évidemment, au début, c'était Naftali Bennett qui était le Premier ministre, mais depuis que Benjamin Netanyahou est revenu au pouvoir en janvier 2023, il demandait cette rencontre, il n'a pas eu lieu. Ouais. Alors après, pourquoi est-ce que Joe Biden lui accorde ? Il y a beaucoup de débats aux États-Unis. On estime que ça peut faire partie peut-être de l'accord sur les otages. Alors, et il est possible également qu'il veuille peut-être assurer une partie de l'électorat, dans notamment le soutien à Israël. À titre personnel, je pense qu'il n'a pas tellement d'intérêt électoral, je dirais, à recevoir Benjamin Netanyahou. Donc, c'est plus sur un angle diplomatique pour sans doute faire avancer le deal sur les otages. Il y a aussi ces déclarations de Joe Biden qui dit il faut laisser le FBI faire son enquête, ne pas donner corps à des hypothèses. Est-ce qu'il y a déjà, parce que ça c'est une maladie américaine et aussi internationale, des interprétations complotistes de ce qui s'est passé pour Donald Trump ? Alors vous avez en fait un groupe qui s'appelle BlueAnon. Alors BlueAnon, c'est l'équivalent pour les démocrates de QAnon, qui est la grande théorie du complot du côté de l'extrême droite américaine. Et vous avez ça à l'extrême gauche. Et vous avez des gens qui commencent à dire, hélas, mais c'était prévisible,
que Donald Trump en fait a organisé ce propre faux attentat avec une balle à blanc qui aurait quand même tué quelqu'un. Donc en fait, ça ne tient pas. Mais comme toutes les théories du complot, ça ne tient pas. Et vous avez des gens qui vont dire mais regardez, tout était programmé, le point brandi, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas Donald Trump, c'est absurde. Mais ça peut marcher dans une partie très très particulière de l'électorat. Donc vous aurez forcément des théories du complot. Et ces théories du complot là, justement, est-ce qu'elles prennent une grande part dans le débat politique américain, dans ce qui circule, parce que qui dit théorie du complot dit violence dans la vie politique. Alors vous avez eu, c'est vrai, vous avez eu par exemple QAnon a beaucoup joué, notamment dans l'émeute en fait du 6 janvier, dans l'insurrection du 6 janvier 2021. Aujourd'hui, il est un peu tôt pour savoir si vous aurez un équivalent en fait du côté BlueAnon, parce que ça reste un peu plus marginal que QAnon. Trop tôt pour vous le dire, mais c'est absolument pas impossible. Vous avez raison, si ça prend de l'ampleur, il est possible que ça débouche sur de la violence. Dire, les Américains sont une société qui peut être potentiellement violente avec du port d'armes, donc tout est sur la table. On verra, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup d'élus démocrates et républicains essayent d'appeler au calme. On verra le ton de la convention républicaine pour également appeler au calme au maximum, parce que c'est sur un volcan. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Lévy. Merci d'avoir été avec nous, spécialiste des États-Unis. On vous retrouve, je l'espère, très bientôt sur Radio J pour commenter cette actualité. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, puisqu'on a effectivement parlé de cette rencontre entre Netanyahou et Joe Biden, et également Benjamin Netanyahou qui va s'exprimer face aux deux chambres du Congrès pour la 4e fois de sa carrière. Merci.